Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier chapitre d'économie du programme de Terminal STMG, l'éducation et la formation, moteur de lutte contre la pauvreté. Dans ce chapitre, on va voir trois parties, comme bien souvent. Une première partie sur la croissance, source de développement économique, puis on verra la distinction entre les pauvretés absolues et relatives. Votre capacité ici, ce sera de distinguer ces deux pauvretés. Les notions à maîtriser seront le développement, les BRICS, la pauvreté absolue et la pauvreté relative. On finira sur une troisième séance, l'éducation et la formation, moteur de développement. Il faudra être capable de définir un bien public mondial et expliquer la nécessité de la coopération internationale pour préserver ces biens publics mondiaux. Et donc on verra ce que c'est qu'un bien public mondial. Alors première séance, la croissance, source de développement économique. Alors déjà, commençons par la base, la croissance mondiale depuis 1980. Elle a permis le développement de certains pays, mais a aussi creusé les inégalités. Parce que globalement, depuis 1980, la croissance mondiale a principalement profité à deux groupes de population. Les plus pauvres, qui ont pu se développer, et les plus riches, qui ont pu encore s'enrichir. Dans les pays développés, ce sont les populations les plus riches qui en ont le plus profité, mais par contre, la situation des classes moyennes, elle par contre, ça n'a pas vraiment bougé, il y a eu une stagnation. Alors pour présenter justement ce que je viens de vous expliquer, on utilise souvent la courbe de l'éléphant pour pouvoir montrer ça, parce que vous remarquez que ça ressemble à un éléphant. Alors l'oreille et l'œil ont été rajoutés sur le schéma, évidemment, mais globalement, 50% des plus pauvres ont capté 12% de la croissance. Donc ce qui fait que les pays émergents ont pu se développer. Donc c'est là qu'on parle des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Eux, ils ont pu se développer. Par contre, les classes moyennes dans les pays développés vont marquer que ça redescend. Ils ont très peu pu profiter de cette croissance depuis les années 80. Et par contre, vous remarquez que tout à droite du schéma, l'échelle sur l'axe des abscisses est modifiée. Normalement, on avance de 10 en 10, et là, ça fait 90, 99, 99, 9, 99, 99 et 99, 999. La raison pour laquelle il y a ce changement d'échelle, c'est pour que vous puissiez voir quand même un petit peu à quel point le schéma, à quel point ça monte. Parce que sinon, si on avait fait 90 et 100, quasiment à 100, vous auriez eu la courbe qui serait montée d'un seul coup. Alors ça vous a permis d'un petit peu mieux voir pour mieux comprendre à quel point ce sont les 1% les plus riches qui ont capté 27% de la croissance. Donc les plus pauvres ont pu un petit peu se développer, les plus riches, ils ont explosé, et au milieu, vous avez la classe moyenne qui n'a quasiment pas bougé. Alors, le développement. Déjà, qu'est-ce que c'est que le développement? Ce sont des évolutions positives dans les changements structurels d'un pays. Donc là, vous voyez, on n'est pas 100% sur argent. Les indicateurs pour pouvoir déterminer le développement, on a l'indice de développement humain, le BIP 40, l'IPH, etc. Donc tout ça, tous ces indicateurs vont permettre de déterminer à quel point un pays est développé. Alors les éléments de l'IDH, alors l'IDH c'est le plus connu, c'est celui qu'on utilise habituellement, il prend en compte le PIB par habitant, donc le revenu, il y a quand même une composante revenu dedans, le taux d'alphabétisation qui permet de déterminer le niveau d'accès à l'éducation des enfants, et même des personnes de façon générale dans le pays, et l'espérance de vie à la naissance. Globalement, en fonction de leur niveau de développement, les pays vont être classés en trois grandes catégories. Vous avez les pays développés, qui ont un très bon IDH, les pays en développement, dont l'IDH augmente beaucoup ces derniers temps, et les PMA, les pays les moins avancés, dont l'IDH est bas et s'améliore très peu. Voilà un petit peu la distinction entre croissance et développement. Vous voyez donc que la croissance permet le développement. Mais ce qu'il faut rechercher, c'est le développement, pas juste la croissance. Alors pourquoi on calcule un PIB par habitant d'ailleurs? Bon alors, petit problème d'image, c'est pas grave. Globalement, entre le Luxembourg et la France, vous avez pourtant l'habitude de voir d'entendre que le Luxembourg, c'est un pays qui est plus riche que la France. Pourtant, si vous regardez bien, le PIB du Luxembourg, alors là c'est les chiffres 2019, mais globalement les résultats sont les mêmes. Le Luxembourg avait 71 milliards de dollars de PIB. La France,
2716 milliards. Donc en regardant ça, vous vous dites forcément, la France est beaucoup, beaucoup plus riche que le Luxembourg. Seulement maintenant, si on ramène ça par nombre d'habitants, en France, on est à peu près à 40 000 $ par habitant. Au Luxembourg, on est à 114 000. Donc globalement, en arrondissant, le Luxembourg est bel et bien 3 fois plus riche que nous. Voilà pourquoi on utilise le PIB par habitant et pas le PIB tout court pour déterminer le niveau de revenu d'un pays. Alors, au niveau de ce développement économique, la hausse de la production va entraîner une hausse des besoins en recrutement, qui va entraîner donc une baisse du chômage. Les ménages en ont plus de revenus, ils peuvent consommer plus et ça entraîne de la production. Tout ça, ça va permettre la croissance, ça va permettre de créer des emplois et ça va permettre de consommer. Ça, c'est ce qui est important au niveau de la croissance économique. Et ça, c'est un élément qui permet d'atteindre le développement économique, celui qu'on recherche. Alors, maintenant qu'on a parlé de développement, on va parler de l'inverse, la pauvreté. Pauvreté absolue et relative, deux réalités très différentes. Alors, on doit distinguer ici la pauvreté absolue et la pauvreté relative. La pauvreté absolue, elle concerne tous les habitants vivant avec moins de 1,90 $ par jour selon l'ONU. Nous, dans les pays développés, on va plutôt calculer une pauvreté relative qui va dépendre du revenu médian. Je rappelle, le revenu médian, c'est le revenu qui coupe la population en deux. 50% de la population touche plus, 50% touche moins. Donc la pauvreté absolue, c'est l'état d'un individu qui n'a pas les moyens de se procurer les biens indispensables à sa survie, donc la nourriture, les vêtements, un logement, donc qui vit avec moins d'1,90 $ par jour. Malgré le contexte d'augmentation de la population mondiale, cette pauvreté absolue a beaucoup diminué depuis 30-40 ans. Il y a encore beaucoup de pays, malgré tout, dans lesquels l'extrême pauvreté est encore très présente. On va surtout les retrouver en Afrique subsaharienne. Du côté de la pauvreté relative, là, on parle de l'état d'un individu qui ne peut accéder aux normes de consommation habituelles de la société dans laquelle il vit et dont les revenus sont inférieurs à 60% du revenu médian. Donc dans la majorité des pays, même dans les développés, il y a un maintien de cette pauvreté relative et une forte augmentation des inégalités, comme l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, aux biens et aux services courants et essentiels. Globalement, en France, on en est un petit peu là. Alors, chiffre de 2017, bientôt ils auront 10 ans, mais je vous parle des quelques modifications. On était avec un seuil de pauvreté de 14,1%, un taux de pauvreté, de 14,1% en 2017. Aujourd'hui, il y a eu la période Covid. Pendant le Covid, on est monté quasiment à 18%. Et maintenant, on doit être à 16%. Donc ça a augmenté. Au niveau des revenus, les 10% les plus riches reçoivent 23,8% de l'ensemble des revenus qui circulent. Au côté de l'accès aux biens et services courants et essentiels, comme indicateur, on a vu que entre début 2019, entre 2018 et premier semestre 2019, il y a eu 18% de hausse de coupure d'électricité pour des factures impayées. Ce qui veut dire que les personnes ont plus de difficultés à payer leurs factures. Au niveau des inégalités pour l'éducation, il y a presque 3 fois plus d'enfants de cadres que d'enfants d'ouvriers dans l'enseignement supérieur. Et tout pareil, ça ne bouge pas, ça stagne. Et au niveau de la santé, 45% des Français ont déjà renoncé à des soins dentaires en raison de leur coût. Dans les faits, ce n'est pas juste des soins dentaires. Vous avez énormément de Français qui renoncent à des soins tout court en raison de leur coût et en raison de leurs revenus à eux. Dernière partie maintenant, l'éducation et la formation, moteur de développement économique. Donc déjà, de quoi on parle? L'éducation, c'est l'apprentissage et le développement des connaissances intellectuelles, morales et physiques d'un être humain. Ça, c'est la base. La formation, on considère qu'elle doit être tout au long de la vie pour pouvoir s'adapter aux évolutions technologiques. On a d'abord l'école maternelle, puis on a primaire, collège, lycée, puis l'enseignement supérieur, et malgré tout, après, il y a toujours la possibilité de pouvoir se former tout au long de notre vie. Globalement, ça permet à l'individu d'accéder à de meilleurs emplois, mieux rémunérés. Une personne qui est mieux rémunérée va augmenter ses dépenses de santé et d'éducation pour ses enfants, ce qui va créer un cercle vertueux. Ça permet d'améliorer l'intelligence collective et donc l'innovation, on en a parlé dans le chapitre précédent.
Et ça permet d'améliorer la cohésion sociale parce que les citoyens mieux formés comprennent mieux le bien fondé des règles, notamment des règles sociales, et donc aussi les différences culturelles entre les groupes humains, pour éviter toute forme de discrimination. Il y a un problème actuellement, on en a bien conscience. Donc cette formation tout au long de la vie va permettre d'obtenir de nouvelles compétences régulièrement. En France, tout le monde a droit par exemple à un compte personnel de formation qui est financé par l'État. Comme exemple ici, on peut vous montrer que le taux d'alphabétisation et l'IDH vont être liés. Je vous avais expliqué avant que le taux d'alphabétisation rentrait dans le calcul de l'IDH. Donc là, sur ce schéma, vous avez 4 groupes de développement. Donc des pays avec un très fort IDH, des pays avec un fort IDH, des pays avec un IDH moyen et avec un IDH faible. Et on remarque que plus l'IDH va être faible, plus le taux d'alphabétisation moyen dans le pays va diminuer. Donc vous voyez qu'il y a une corrélation complète entre le taux d'alphabétisation et l'indice de développement humain. Donc l'éducation et la formation permettent, je l'ai expliqué avant, d'accéder à de meilleurs emplois mieux rémunérés, ce qui permet derrière d'augmenter les dépenses de santé et d'éducation pour les enfants. Ça permet aux individus d'améliorer l'intelligence collective et l'innovation, et ça permet d'améliorer la cohésion sociale par la compréhension. Compréhension du bien fondé des règles sociales et des différences culturelles des groupes humains. Si je le répète, c'est que c'est important, c'est à retenir. Parlons maintenant du cas des biens publics mondiaux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bien public mondial? C'est l'ensemble des biens accessibles à tous les États qui n'ont pas nécessairement un intérêt individuel à les produire. Par exemple, alors ça va être des choses assez abstraites, la stabilité climatique, la paix, la lutte contre les épidémies, l'éducation et la formation, tout ça, ça va être des biens publics mondiaux. Ils ont 3 caractéristiques. 2 caractéristiques que vous connaissez très bien parce qu'en début d'année, vous avez étudié les biens publics tout court, à savoir la non-rivalité et la non-exclusion. La non-rivalité, c'est le fait que la consommation, et pas le consommation, par une personne n'empêche pas une autre de le consommer de la même manière. Et la non-exclusion, personne ne peut être exclu de consommer le bien. Par exemple, cette vidéo, c'est pas parce que vous êtes en train de la regarder que vous empêchez quelqu'un d'autre de la regarder en même temps. Et non-exclusion, bon alors là, ça marche pas, force pas à 100%. Personne ne peut être exclu de consommer le bien. Quelqu'un qui n'a pas de connexion Internet, forcément, il ne pourra pas la consommer. Donc, ce n'est pas un bien public. Et il faut qu'il y ait des externalités au niveau mondial, c'est-à-dire produire des effets au niveau mondial. Donc la stabilité climatique, la paix, la lutte contre les épidémies, l'éducation à la formation, tout ça, ça va avoir des effets au niveau mondial. Voilà, le chapitre 8 sur l'éducation et la formation, moteur de lutte contre la pauvreté, est terminé, ce qui fait que ça nous permet de terminer le thème 9, comment concilier croissance économique et développement durable, mais surtout le programme d'économie de terminale STMG est terminé. Donc maintenant vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réussir le bac juste après. Je vous souhaite donc de bonnes révisions, une bonne journée et je ne peux que vous souhaiter de réussir votre examen. Allez, à la prochaine!